Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Ceux qui ont vu mes vidéos savent que derrière ce que je dis, il y a toute une théorie géopolitique. Cette théorie-là est tout à fait générale et pourrait être appliquée à n'importe quel peuple et à n'importe quelle époque. Cependant, comme j'ai une patrie et que c'est mon devoir de la défendre, j'ai commencé par l'appliquer au cas du Québec. Je l'ai fait gratuitement et en français parce que je trouvais important de montrer à mes compatriotes que leur intérêt économique véritable était de réaliser l'indépendance du Québec. Maintenant que ça c'est fait, et même si j'ai l'intention de revenir sur le sujet de l'indépendance dans le futur, je pense que le plus urgent est maintenant de parler de l'immense crise économique d'origine environnementale qui s'apprête à nous tomber dessus. Une crise qui va être, et de très loin, l'événement le plus grave et le plus pénible de nos vies. Il y a des gens qui me disent: mais si la crise dont tu parles va être aussi importante, pourquoi tu perds ton temps à parler de l'indépendance du Québec? Ça, c'est le commentaire typique de gens qui cherchent à détourner notre attention pour pouvoir continuer à s'enrichir à nos dépens. Derrière ça, il y a toujours la même vieille idée, celle que le peuple québécois vaut pas grand-chose et que le Québec en vaut pas la peine. Si je renverse un verre de lait sur ma table de travail au moment où on m'apprend qu'une supernova pourrait exploser dans la région du système solaire, la première chose que je vais faire, ça va être de nettoyer la tache de lait qui est à côté de moi. Et ça, c'est bien avant de me préoccuper de l'explosion de la supernova qui pourrait tous nous tuer. Il y a un Hollandais qui m'a dit un jour: si chacun balaie devant sa porte, le pays va être propre. C'est exactement ça. L'indépendance du Québec, c'est important parce que c'est facile à faire, parce que c'est à notre portée et parce que ça va permettre de tous nous enrichir en réduisant la pollution produite. Comme le Canada fédéral est une survivance du 19e siècle colonial, son intérêt à lui, c'est que les Québécois continuent à gaspiller beaucoup de ressources et d'énergie pour orienter leur économie en direction de l'Ontario, c'est-à-dire dans un sens est-ouest qui est exactement contraire au sens d'écoulement du continent nord-américain qui, lui, est de sens ouest-est. Dans un contexte de crise environnementale qui va être planétaire, l'indépendance du Québec va être bonne et nécessaire parce qu'elle va permettre de réduire ces gaspillages-là, c'est-à-dire qu'elle va aider à sauver la planète. Je vous ferai remarquer que ce qui nous menace présentement, ce n'est pas l'explosion d'une supernova lointaine. La crise qui s'en vient, elle va être limitée à la planète Terre. La Lune, les planètes et le reste de l'univers ne seront pas affectés. Cette crise-là va être causée par la croissance sans fin de nos sociétés industrielles sur une planète aux ressources strictement limitées. Cette crise-là est inévitable pour deux raisons principales. La première, c'est que notre croissance dans tous les domaines a provoqué une immense accélération de l'histoire qui aujourd'hui a dépassé de beaucoup les temps de réaction normaux des êtres humains. Comme l'espèce humaine n'a pas évolué depuis des millénaires, nous vivons encore au rythme de nos ancêtres de la préhistoire, alors que de nos jours, des événements comme par exemple une attaque nucléaire pourraient bouleverser complètement nos vies le temps qu'on prenne une douche. La deuxième raison pour laquelle cette crise est inévitable, c'est que de nos jours, tous les peuples sont interreliés. Tout le monde fait la même chose en même temps, ce qui fait que nos problèmes sont désormais de nature planétaire et que c'est l'ensemble de la planète qu'il va falloir réorganiser pour faire face à la crise. Dans le passé, c'était pas comme ça. La plupart des pays pouvaient espérer régler leurs problèmes avec des solutions locales. À cette époque-là, il y avait d'immenses territoires centraux et très peuplés qui faisaient l'histoire. Je pense au Moyen-Orient ou à l'Europe, par exemple. Et il y avait des territoires plus ou moins marginaux, souvent moins peuplés, qui étaient laissés plus ou moins à l'écart de l'histoire. Je pense en particulier au cas extrême du centre de l'Amazonie. Il y avait aussi de petits pays de passage isolés qui, du fait de leur importance stratégique, voyaient les grandes puissances venir continuellement se mêler de leurs affaires. C'était le cas du Panama, qui fait le lien entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. C'était également le cas de l'Afghanistan, qui, au cours de l'histoire, a vu passer des foules d'envahisseurs. Le Québec appartient
à cette dernière catégorie de pays. Même si le Québec est isolé au nord de l'Amérique du Nord, son histoire a été modelée par une foule d'événements qui se sont produits loin de chez lui. Commençons par dire que c'est faux que le Québec soit noyé dans une mer anglophone. Sur tous ses flancs, le Québec est entouré par d'immenses territoires qui sont à peu près vides d'hommes. Au nord, il n'y a rien. À l'est, il y a le golfe du Saint-Laurent où il n'y a personne. Au sud, il y a la chaîne des Appalaches qui est très peu peuplée. Et à l'ouest, il y a les champs et les forêts de l'Est ontarien. Seule la ville artificielle d'Ottawa fait exception. J'en reparlerai un peu plus tard. Au niveau mondial, l'isolement du Québec est encore augmenté par la présence d'immenses océans qui sont surveillés et patrouillés par la marine américaine. Si, malgré cet isolement, le Québec a été continuellement bousculé par l'histoire, c'est parce que l'Amérique du Nord a un aspect très massif et qu'elle a une forme triangulaire qui s'ouvre vers le nord, ce qui fait que dans le passé, les immigrants qui voulaient se rendre au centre du continent trouvaient plus économique de passer par la vallée du Saint-Laurent. Pendant qu'on effleure le sujet, je ferai remarquer que c'est pas vrai que le Saint-Laurent est le chemin le plus court pour se rendre dans l'ouest du Canada. Si le Canada était vraiment l'immense pays-continent que nous chante la propagande et qui est censé contenir un jour des centaines de milliers d'habitants, la plupart des immigrants auraient passé par le chemin beaucoup plus court qui passe par le nord du Québec et par la baie d'Hudson pour se rendre au port de Churchill. Il suffit de regarder une carte pour se rendre compte que Churchill aurait été l'endroit idéal pour permettre un peuplement uniforme de tout le Canada. Pour commencer, le port de Churchill est situé à peu près au centre géographique du Canada, et c'est le port le plus à l'ouest de tout le Canada de l'Est. De plus, il est accessible par des bateaux de toute taille qui peuvent emprunter une route maritime où il y a très peu de récifs à redouter. À partir de Churchill, les immigrants auraient pu rayonner dans toutes les directions à travers le Canada. On sait tous pourquoi ça s'est pas arrivé. C'est à cause du froid. Pour commencer, chaque année, la baie d'Hudson est encombrée de glace beaucoup plus longtemps que les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent ou son golfe. De plus, l'être humain est un animal tropical qui n'aime pas trop s'aventurer très loin au nord. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres, pour aller le plus loin à l'ouest possible, c'est-à-dire au fond du lac supérieur, ont préféré passer par le chemin beaucoup plus long et en zigzag qui représente le réseau Saint-Laurent-Grand Lac. Et ça, c'est en dépit du fait qu'il était dangereux d'y naviguer et qu'il allait falloir y construire des infrastructures très coûteuses comme un réseau de phares, des canaux, des écluses, etc. À cela s'ajoutait le fait que les Grands Lacs donnaient également accès aux ressources du centre des États-Unis. C'est tout ça qui est responsable du fait que de nos jours, le Canada peuplé est une longue bande étroite de territoires qui sont collés sur la frontière américaine. Tout ça, ça montre deux choses. D'abord, que c'est faux que le Canada va un jour être très peuplé. Notre Grand Nord va toujours rester un vide humain. La deuxième chose que ça prouve, c'est que géographiquement, le Canada fait en fait partie de l'ensemble nord-américain. C'est de plus en plus évident de nos jours, étant donné que l'océan Pacifique, les prairies, les Grands Lacs et l'océan Atlantique représentent beaucoup plus des liens entre le Canada et les États-Unis que des obstacles. Au Canada, il y a seulement que le Québec qui soit physiquement séparé des États-Unis par la chaîne des Appalaches. Compte tenu de notre climat froid, qui fait fuir tout le monde, et de la présence sur notre territoire de la porte d'entrée qu'est le fleuve Saint-Laurent, il était normal que le Québec devienne un pays de passage, un pays de sédentaires qui est traversé en continu depuis des siècles par des nomades, c'est-à-dire des immigrants qui ont été chassés de chez eux par des problèmes politiques ou par la pauvreté, et qui ne font que passer à travers le Québec pour se rendre dans l'ouest du continent le plus riche du monde. Notons que la sédentarisation des Québécois date seulement de la conquête de 1760. Avant ça, nous aussi, on était des nomades, on était des explorateurs, des marchands, des coureurs de bois qui n'arrêtaient pas d'aller et venir sur le continent.
C'est après la conquête que nos envahisseurs, en accord avec l'Église catholique, nous ont transformés en un peuple de cultivateurs sédentaires centrés sur leur paroisse rurale, pendant que les Anglais, eux, prenaient le contrôle de toutes les communications à travers le Québec. De nos jours, la situation héritée de la conquête a beaucoup changé. Pour commencer, partout sur le continent, les économies se sont peu à peu réorientées dans un sens qui répond aux axes géographiques de sens nord-sud du continent. De plus en plus de routes, de lignes électriques et de pipelines ont été construits dans un sens nord-sud et nos échanges économiques sont de plus en plus importants dans le sens nord-sud également. Alors qu'au 18e siècle, le Québec commerçait très peu avec les États-Unis, en 2014, c'est près de 70% de notre commerce extérieur qui se fait avec eux. Si, en dépit de cette révolution économique, les Québécois n'ont pas encore réussi à moderniser leur système politique, c'est-à-dire en faisant l'indépendance, c'est parce qu'ils avaient contre eux le poids de l'histoire. Culturellement, le poids de l'histoire s'exprime par le fait que les nomades dont j'ai parlé, c'est-à-dire les immigrants qui se concentrent dans la région de Montréal, sont encore très mal intégrés à la culture sédentaire des Québécois francophones. Si le Québec n'est pas indépendant, c'est parce qu'au référendum de 1995, les membres des groupes ethniques ont voté non à 95%. S'ils ont fait ça, c'est pas parce que c'est des gens méchants. On les connaît, c'est du bon monde en général. S'ils ont fait ça, c'est parce que ces gens-là sont venus ici pour s'enrichir et que pour y parvenir, ils ont pris l'habitude depuis très longtemps de se regrouper avec les plus forts contre les plus faibles. Pour eux, c'est devenu une véritable tradition de voter contre nous. Et ça, c'est sans s'informer, sans réfléchir, et même si ça va contre leurs propres convictions anticolonialistes. Au point de vue économique, le poids de l'histoire s'est exprimé par la présence de multiples infrastructures de sens est-ouest qui ont été construites il y a longtemps pour essayer de maintenir ensemble les différentes régions du Canada. Un des meilleurs exemples, c'est la transcanadienne, dont certains tronçons sont aujourd'hui très peu utilisés. C'est particulièrement évident pour le tronçon qui passe au nord des Grands Lacs et où on voit relativement peu de circulation automobile. Au point de vue politique, le poids de l'histoire s'exprime par la survivance d'un gouvernement fédéral qui fait tout en son pouvoir pour maintenir uni un pays démesurément allongé et qui est composé de régions qui ont des intérêts divergents, voire parfois opposés. L'État fédéral canadien est tellement anachronique qu'il est régi par une constitution qui est à peu près impossible de moderniser et qui continue de maintenir la fiction que le véritable souverain au Canada, c'est la reine d'Angleterre. Même en Angleterre, la reine, c'est devenu un souverain d'opérette. Quant à la capitale canadienne, Ottawa, il s'agit d'une ville artificielle de fonctionnaires et de consommateurs qui a été construite le plus au nord possible à une époque où l'Angleterre craignait que les États-Unis viennent lui voler une autre de ses colonies. Le canal Rideau, qui passe par Ottawa et qui a été construit à la même époque pour éloigner des États-Unis le trafic maritime du Canada, a aujourd'hui été complètement abandonné au profit de la voie maritime du Saint-Laurent qui, elle, suit la frontière maritime entre les deux pays sur des centaines de kilomètres. La propagande fédéraliste également a beaucoup vieilli et mal vieilli, au point où aujourd'hui elle affirme souvent l'inverse du bon sens. Alors que l'indépendance a été avantageuse dans tous les pays, nos fédéralistes continuent d'affirmer qu'au Québec, ça va créer une catastrophe économique. Alors que l'indépendance va nous obliger à construire des ambassades dans une foule de pays et à nous mêler de problèmes internationaux comme les conflits au Moyen-Orient, les fédéralistes continuent de dire que les Québécois doivent abandonner le rêve de l'indépendance qui consisterait à les enfermer dans le petit Québec et qu'ils doivent commencer à penser grand, c'est-à-dire à l'échelle du Canada. En quelque sorte, le grand rêve exaltant qu'il nous propose, la grande aventure internationale, c'est de nous rendre à Ottawa, qui est situé à 1 mm du Québec. Parce qu'évidemment, il y a très peu de Québécois qui vont en Alberta ou en Colombie-Britannique pour faire des affaires parce qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Au point de vue psychologique également,
les Canadiens et les Québécois ont beaucoup changé. C'est pas du tout un hasard si le réveil du peuple québécois a coïncidé avec le déclin généralisé du monde anglo-saxon. Comme tous les peuples envahis, les Québécois ont appris patiemment les techniques et les trucs de leurs conquérants et les ont repris pour s'en servir contre eux, au point de reprendre le contrôle du Québec petit à petit par petites bouchées. De nos jours au Québec, même les milliardaires sont francophones. Le peuple québécois moderne est un peuple instruit qui sait parfaitement que la ruée européenne sur le monde, l'Empire britannique, la colonisation d'Est en Ouest, tout ça, c'est fini. Les Québécois sont tellement conscients qu'au Canada, leurs intérêts vont toujours être sacrifiés au bénéfice des intérêts du Canada anglais, que quand il y a une élection fédérale, ils se débarrassent désormais de leur vote en votant par exemple pour les candidats du NPD qui sont parfois des étudiants anglophones de McGill. Du côté du Canada anglais également, la situation a beaucoup changé. La population canadienne-anglaise n'est plus composée comme autrefois d'impérialistes arrogants et agressifs. Quant à l'économie du Canada anglais, elle est en régression. D'industrielle qu'elle était, elle se tourne de plus en plus vers la production et l'exportation de matières premières comme le pétrole et le gaz. De nos jours, aussi bien les Canadiens anglais que les Québécois réalisent qu'à leurs problèmes locaux viennent s'ajouter des problèmes de nature continentale comme la pollution transfrontalière ou la contrebande de tabac, de drogue et d'armes à travers des territoires comme la réserve Mohawk d'Akwesasne par exemple. Parce que les Québécois voyagent, lisent et naviguent de plus en plus sur Internet. Ils réalisent de plus en plus leur véritable puissance géopolitique sur le continent nord-américain. Ils savent que les Canadiens anglais ont absolument besoin d'eux pour payer une partie de la dette fédérale canadienne et qu'ils ont besoin de traverser le Québec pour communiquer entre eux ou pour communiquer avec l'océan Atlantique. Ils savent également que tous les peuples qui occupent des pays de passage comme le Québec imposent des frais de traversée de leur territoire. Et surtout, de plus en plus de gens comprennent que ces péages-là représentent probablement l'argument massu le plus convaincant en faveur de l'indépendance du Québec, étant donné qu'il s'agit d'énormes sommes d'argent qui vont rentrer dans un Québec souverain et dont ce dernier ne peut pas profiter à titre de simple province du Canada. Si le Canada anglais réalise tous ces projets de pipeline à travers le Québec, on parle ici de beaucoup plus que 10 milliards de dollars qui vont rentrer annuellement dans un Québec indépendant. Du côté des États-Unis, les Québécois ont également compris que les Américains ont absolument besoin de notre voie maritime et de l'électricité d'Hydro-Québec, et qu'ils ont surtout besoin de notre collaboration pour se protéger contre de possibles attentats terroristes ou contre des attaques nucléaires qui passeraient par le nord en survolant le territoire québécois. En cas d'indépendance, il est tout à fait clair que les Américains ne feront pas la sottise d'aller se mettre à dos un des rares peuples pro-américains qui existent sur la planète. À l'échelle mondiale, c'est également la même chose, étant donné que tout le monde sait que c'est toute l'humanité, Québécois compris, qui va souffrir de problèmes internationaux comme les changements climatiques ou la multiplication des paradis fiscaux. Dans le monde international présentement, il y a une anarchie complète qui règne et qu'utilisent les multinationales et les mafias en tout genre pour nous voler. Actuellement, il n'y a personne sur la planète qui a l'autorité pour imposer un quelconque droit des océans ou de l'espace. Comme c'est l'ensemble des environnements naturels de la planète qui sont présentement en déclin, des environnements qui produisent l'oxygène qu'on respire et une partie de la nourriture qu'on mange, il est absolument certain que la crise qui s'en vient va être une crise de décroissance généralisée. Pour y survivre, les êtres humains vont être obligés de réorganiser la planète de façon à respecter au mieux les lois de la géopolitique, de façon à obtenir le maximum de profit de leurs activités tout en réduisant au minimum leur impact sur l'environnement. Il ne faut pas oublier une chose ici, c'est que si la vallée du Saint-Laurent, les Appalaches, les 3 Amériques et les 5 océans vont encore exister dans 1 million d'années, c'est pas sûr que nous, on va être encore là.
La réorganisation du monde dont on parle, ça va vouloir dire au niveau des nations qu'il va falloir retracer leurs frontières politiques de façon à ce qu'elles correspondent le mieux possible à des limites naturelles et, quand c'est possible, à des limites culturelles. Au niveau des continents, il va falloir qu'on crée des gouvernements efficaces qui vont s'occuper de problèmes dont personne ne s'occupe véritablement à l'heure actuelle. Et c'est la même chose à l'échelle mondiale. Ça va nous prendre un gouvernement efficace qui va s'occuper de problèmes urgents comme la prolifération nucléaire ou le trafic des êtres humains. Pour éviter que des guerres régionales viennent régulièrement empirer notre situation environnementale, il faudrait que seulement le gouvernement mondial ait le droit d'avoir une armée. Pour réduire encore les gaspillages, il faudrait également que chaque niveau de gouvernement s'occupe uniquement de ses affaires. En effet, ce ne sera pas un gouvernement mondial, par exemple, qui va être loin de tout, de s'occuper de l'organisation des égouts d'une ville ou du choix de la langue d'enseignement dans un pays. Est-ce que la réorganisation dont je parle pourrait être faite de façon pacifique? Personnellement, je ne le crois pas du tout, étant donné qu'il y a trop d'endroits sur la planète où il est très difficile de tracer des frontières rationnelles, ce qui va obliger quelqu'un à trancher de haut en créant plusieurs injustices réelles ou apparentes. Pour un pays comme le Québec, tout ça, ça signifie que si nos dirigeants se révèlent à jamais capables de faire un troisième référendum pour éliminer le contrôle artificiel du Canada anglais sur le Québec, quelqu'un d'autre va s'en charger à leur place. Tout probablement, ce seront les Américains qui, à long terme, vont désirer que politiquement, toutes les régions d'Amérique du Nord convergent vers eux, ce qui est déjà le cas dans le domaine économique. Je vais terminer en remarquant que la réorganisation dont je suis en train de parler répond à des processus qui sont déjà en cours. En effet, les moyens de communication modernes sont tellement efficaces qu'ils ont déjà permis une unification importante de l'humanité, notamment en permettant la mise en commun des meilleures idées qui ont été créées un peu partout dans le monde. Deuxièmement, ces mêmes moyens de communication permettent une égalisation très rapide des niveaux de vie sur la planète. D'abord en permettant à beaucoup de pauvres d'aller vivre dans les pays riches, ça c'est le phénomène de l'immigration de masse, et deuxièmement en permettant à beaucoup de nos industries de déménager facilement dans des pays où les salaires sont beaucoup plus bas. Ça c'est le phénomène de la mondialisation de nos économies. Troisièmement, sur plusieurs continents, les peuples ont ressenti le besoin de se donner des organisations continentales. Pensons à l'Union européenne par exemple. Quatrièmement, il est très clair que l'humanité, sans trop s'en rendre compte, a fini par créer des ensembles politiques et culturels qui sont d'une taille remarquablement semblable. Et ça, c'est aussi bien à l'intérieur des continents qu'entre les civilisations. Il est par exemple tout à fait frappant que l'Europe de l'Ouest est devenue complètement pacifique le jour où l'Italie, la France, l'Allemagne de l'Ouest et la Grande-Bretagne avaient des populations qui tournaient toutes autour de 60 millions d'habitants. On observe le même genre d'équilibre entre les principales civilisations du monde actuel, dont les populations se situent toutes entre 1 milliard et 1,5 milliard d'habitants. On va parler de tout ça dans ma prochaine série de vidéos sur la crise. Des vidéos qui devraient beaucoup vous intéresser étant donné qu'on va tous amèrement en souffrir. On va tous devoir passer par le petit trou de l'aiguille, et ça va faire mal. Comme d'habitude, je vous encourage à distribuer largement cette vidéo autour de vous. À la prochaine!